de manière brève, c'est assez difficile parce que elle a beaucoup de ramifications, mais disons que ce qui est important, c'est que c'est une histoire qui a commencé par une scène que j'ai trouvée insoutenable. C'était la première fois que j'y assistais. C'est d'ailleurs une scène d'humiliation d'un homme que j'accompagnais en tant que victime, croyant en l'accompagnant servir la justice, puisqu'il s'agissait d'identifier l'auteur probable d'un vol important, et puis servir en même temps une victime. Moi qui étais directeur de cabinet dans le passé d'une secrétaire d'État aux droits des victimes, Nicole Gage, j'étais particulièrement sensibilisé à cette question de l'aide qu'on peut apporter les victimes. Et puis j'étais moi-même porteur des renseignements que cette victime n'avait pas osé jusqu'à présent donner aux gendarmes. Donc si l'intéressé n'avait pas une nouvelle fois voulu apporter son témoignage, j'étais prêt à donner les éléments nécessaires à l'identification de l'auteur de ce vol. Et là, j'ai découvert des gendarmes qui ne voulaient rien savoir, qui avaient reçu des instructions du procureur aux fins d'audition, mais qui ne voulaient pas entendre cet homme que j'accompagnais, qui était un plombier d'origine africaine, qui l'ont pris à partie devant moi, qui l'ont reproché d'être accompagné par un magistrat, d'avoir été précédé d'un appel, que sa venue a été précédée d'un appel du procureur, et qui, après mon départ, mais devant un autre témoin, l'ont tutoyé, menacé, parce qu'il n'acceptait pas, il trouvait anormal qu'une personne comme lui, c'est l'expression qui a été utilisée, puisse être ainsi aidée. Et face à cette considération, le sens même de leur métier, recevoir des procès-verbaux, auditionner une victime, identifier un voleur, a totalement disparu. Et ce que j'ai assisté, parce que c'était verbalement violent, m'a mis extrêmement mal à l'aise. Encore une fois, j'ai trouvé ça insupportable. J'ai fait savoir que leur comportement était inadmissible, d'autant plus inadmissible qu'est affichée à l'accueil de la gendarmerie une charte de l'accueil des victimes et du public, qui explique exactement comment on doit accueillir toute personne qui se présente. Et j'ai indiqué très clairement que je ferai un rapport, moi, sur ce que j'avais vu, un rapport à leur commandant de groupement et au procureur général. C'est sans doute ça qui les a effrayés, et quelques temps après, j'ai découvert que j'étais victime de faux rapports, c'est-à-dire que les principaux mis en cause dans cette affaire, 3 gradés de la gendarmerie, avaient prétendu, d'ailleurs dans des termes contradictoires, mais après ça n'a pas gêné du tout les magistrats qui en ont pris connaissance, m'accusaient de les avoir injuriés, de les avoir traités de fainéants, de boire rien. Quelque chose que je ne me serais absolument pas permis de faire. C'est là que mes problèmes ont commencé avec ma hiérarchie, et là j'ai découvert l'autre côté du miroir, c'est-à-dire quand tout va bien dans son métier, et jusqu'alors tout était allé bien, on n'imagine pas comment les affaires de personnes, les affaires disciplinaires sont gérées. Et là, on découvre des comportements aberrants, le refus d'écouter, le refus de comprendre tout simplement, et puis des violations délibérées des règles. Par exemple, j'étais président de cour d'assises, on m'a viré de cette fonction, hors les cas où c'était possible. Et quand vous protestez, ensuite, dessus, personne ne veut vous écouter. Il y a un peu une tradition en France, c'est que les chefs de cour sont des princes un peu de la République. Quand on parle de cour, hein, on a tout dit, ils ont hérité du costume des anciens, sinon rois de France, du moins des anciens grands du royaume. Et ils se comportent comme de prétendus grands du royaume, encore aujourd'hui. Alors, je me suis retrouvé en face d'un procureur qui antidatait un classement sans suite. Je me suis retrouvé en face
d'un Conseil supérieur de la magistrature qui ne prenait aucune précaution. Je viens d'évoquer le point de départ de cette affaire, un incident dans une gendarmerie. Il y a une enquête, il y a une instruction. La moindre des choses serait peut-être d'attendre ce que vont donner cette enquête et cette instruction. Non. On va me retenir comme coupable d'une faute disciplinaire et me sanctionner très gravement en me rétrogradant, c'est-à-dire que moi qui devais depuis déjà un moment franchir la dernière étape d'une carrière de magistrat, c'est-à-dire devenir hors hiérarchie, magistrat hors hiérarchie, eh bien je suis au contraire rétrogradé au second grade, c'est-à-dire au grade de départ de la magistrature, juge de base en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a une solidarité sans faille au sein de la gendarmerie, de bas jusqu'en haut. C'est-à-dire que, autant, je pense, dans la police, il peut y avoir des comportements déviants qui sont cachés entre collègues gradés, autant si ça arrive au niveau des commissaires. On a le témoignage de l'affaire d'Aulnay. 7 policiers bidonnent un procès verbal. Un de leurs collègues percute un des siens, un des fonctionnaires, avec sa voiture de service par raison d'une fausse manœuvre. Il le blesse assez sérieusement. Et bien entendu, ça risque de lui occasionner une sanction disciplinaire, enfin, un certain nombre de désagréments. Il y a une chose bien plus simple pour échapper à tout ça, c'est de dire que la personne qu'ils sont en train de contrôler à ce moment-là, c'est lui, avec sa voiture, qui volontairement a percuté le policier. Donc ils vont tous, 7 au moins, rédiger des rapports disant nous avons été témoins des faits suivants, le nommé un tel, il faisait l'objet d'un contrôle, à un certain moment nous a échappé, a repris sa voiture, a tenté de s'échapper et a percuté le brigadier un tel. Voilà. Ça aurait presque pu fonctionner, peut-être que ça a fonctionné dans d'autres cas, sauf que il y a une conversation le soir même au commissariat entre 2 complices de cette fraude, qui n'échappe pas à un major, donc un dégradé plus expérimenté, qui n'était pas présent, lui, qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il comprend qu'il y a eu quelque chose d'anormal qui s'est passé lors de ce contrôle. Et il découvre le poteau rose, il prévient le commissaire de permanence, et tout de suite, ils obtiennent les aveux de ceux qui sont impliqués dans ces faux procès-verbaux, ces faux rapports. Et tout le monde est prévenu dans la chaîne au-dessus. Tout de suite, on coupe l'herbe à cette fraude, à ces faux. Et ça se terminera par des poursuites donc tout à fait normales devant le tribunal correctionnel de Bobigny et le prononcé de peine d'emprisonnement ferme contre tous les policiers impliqués. Ce sont des gens qui, par hypothèse, n'ont aucun casier judiciaire. Peine d'emprisonnement ferme. Manifestation de policiers devant le palais de justice de Bobigny. L'affaire va revenir en appel devant la Cour d'appel de Paris qui va réduire les peines à d'emprisonnement avec sursis. Mais on va aller encore devant la chambre criminelle, confirmation de tout cela. Cette affaire a été solutionnée au sein de la police. Aujourd'hui, dans la gendarmerie, à quoi sert l'inspection ? On peut se poser la question. En tout cas, on a des cas où on voit bien que les officiers eux-mêmes, et même des officiers généraux, ne veulent pas qu'il y ait le moindre problème et font tout pour défendre leurs hommes, même s'ils ont fait des choses tout à fait scandaleuses. Dans tout le parcours, j'ai découvert des choses vraiment surprenantes, y compris dans ce sacro-saint Conseil d'État. Si vous voulez, je me suis présenté un peu comme lanceur d'alerte, parce que quand j'ai
mis à jour ce comportement discriminatoire dans la gendarmerie et que j'en ai parlé, des personnes sont venues vers moi pour me signaler d'autres cas dans cette même gendarmerie, ou de discrimination, ou de comportement totalement inadapté, voire scandaleux à l'égard de victimes. Et donc s'en est suivi toute une liste que j'ai communiquée au commandant de la région de gendarmerie. Il s'en est lui-même entretenu avec le directeur général, enfin en tout cas le futur directeur général de la gendarmerie, le général Favier, Denis Favier. Et malheureusement pour eux, j'ai reçu par erreur un de leurs échanges, une erreur de transmission, et j'ai vu qu'ils n'appréciaient pas du tout ces transmissions. Au lieu de se dire il y a des problèmes dans cette gendarmerie, nous allons explorer, nous allons faire en sorte que l'éthique de la gendarmerie soit respectée, bien au lieu de ça, ils se sont dit il faut prévenir la hiérarchie de ce magistrat. Voilà. Alors plus tard, je découvrirai que effectivement dans la gendarmerie, on n'hésite pas à couvrir systématiquement des comportements scandaleux, et j'en ai les preuves tout à fait tangibles aujourd'hui. Je les exposerai le moment venu. Je pense qu'aujourd'hui, la magistrature n'a qu'une peur, c'est qu'on vienne regarder comment se passent les choses chez elle. Donc tous ceux qui parlent un peu fort, hein, qui dénoncent quelque chose, tant que je dénonçais le comportement des gendarmes, ça ne plaisait pas beaucoup, parce que c'était quand même du bruit. Mais dès lors que j'ai mis en cause le comportement au sein de l'institution, donc une première présidente qui viole le code de procédure pénale en vous déchargeant illégalement. Je rappelle qu'un magistrat du siège, un juge, bénéficie de l'inamovibilité. Et donc il y a un certain nombre de précautions à prendre lorsqu'on lui retire un dossier. Et ainsi, aujourd'hui, on peut dire dans une démocratie dite avancée, où ce juge a une tête qui ne nous revient pas, ou un parti qui ne nous revient, et dans un parti qui ne nous revient pas, il est censé juger demain ce dossier, on le lui reprend par ordonnance et on le confie à un autre qui est beaucoup plus dans notre réseau. On ne peut pas dire que la justice soit indépendante. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé, sauf que bon, là, c'était pas une question de réseau, c'était on voulait punir Georges Domergue, en l'occurrence d'avoir pris la parole dans la presse régionale pour dire je ne comprends pas le classement sans suite de cette affaire de discrimination. J'ai assisté à une scène insoutenable, une scène inadmissible de discrimination. J'en appelle au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, pour qu'on voit ce qui s'est passé. Je suis un témoin au départ. Je ne suis qu'un témoin. J'aurais aimé qu'on considère que mon témoignage avait une valeur particulière parce que je sais de quoi je parle sur le plan juridique, sur ce que peut faire un gendarme et ne peut pas faire, notamment. Je sais pourquoi nous étions là. Je sais le sens d'instruction du procureur et ce que ça veut dire que de ne pas les respecter. Donc, ma parole aurait dû quand même avoir un poids particulier. Pour ces raisons-là, pas parce que c'est moi, parce que j'ai une vanité particulière, mais pour des raisons techniques, je dirais. Eh bien, donc je me suis exprimé ainsi, sans dire tout ce que je pensais du procureur, dont j'avais des preuves très très sérieuses qu'il avait antidaté un classement pour éviter les effets, enfin bref, d'une requête en dessaisissement, peu importe. Mais pour me punir de cela, donc on me retire, peu importe que ce ne soit pas conforme à la loi fondamentale, l'inamovibilité des magistrats du siège, on me retire un dossier d'assises comme ça. Et après, on me déclasse totalement, en me refusant désormais la présidence des assises. Alors, avoir dénoncé ça, ça n'a pas plu. L'avoir évoqué auprès de mes collègues dans une note interne, une lettre que je leur ai adressée, ça n'a pas plu non plus, et bien je me suis retrouvé devant le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, dans la magistrature,
ça fonctionne par réseau. Si vous êtes dans un réseau, par exemple, vous êtes syndicat de la magistrature, et... moi j'aurais été syndicat de la magistrature, on aurait dit, voilà, quelqu'un qui combat, c'est un camarade d'Aubergue. Bon, je caricature un peu. Mais enfin, je pense qu'on aurait inscrit mon action dans un contexte de lutte contre les discriminations. Je suis convaincu que j'aurais eu un soutien sans faille du SM et que ça aurait été l'issue aurait été très favorable. Moi, je n'ai pas de réseau. Et à l'époque, il se trouve que ma première présidente que je mettais en cause était très très liée à la garde des Sceaux, puisque c'est elle qui va avoir la responsabilité du chantier de la justice du XXIe siècle. C'est le nom d'un chantier de réflexion et de proposition, puisque ça donnait lieu ensuite à une loi de réforme, de réformette. Et alors que je menais un combat, à mon avis, juste et sensé et honorable contre des faussaires, des auteurs de discrimination, je n'ai pas eu, c'est le moins qu'on puisse dire, le soutien de Christiane Taubira, puisque c'est elle qui a signé mon acte de poursuite. Il est vrai que dans l'acte de poursuite, on racontait les choses d'une certaine façon, parce que c'est très facile de déformer un dossier. Il y a plein de choses fausses. Donc les gardes des Sceaux, ils signent. Je disais, les gardes des Sceaux sont très dépendants des informations que leur donne leur service. Par exemple, on répète inlassablement que je me suis plaint du mauvais accueil que j'ai reçu dans la gendarmerie. Jamais je me suis plaint pour moi. Pourquoi? J'ai reçu un très bon accueil. Moi, personnellement, je n'ai pas à me plaindre. Celui qui a été pris à partie, on montrait du doigt, mais qui êtes-vous? Parce que c'était décrit, hein, quand même, c'était fort. Hein. C'était ce plombier, Ernest Villatte. Jamais je ne me suis plaint pour moi. J'ai commencé à porter plainte pour moi quand j'ai vu arriver des rapports qui me prêtaient des propos que je n'avais pas tenus, qui étaient destinés à me mettre en cause et à rendre ma parole inaudible. Mais ce que j'ai dénoncé, c'était les conditions dans lesquelles ce plombier avait été pris en charge et maltraité. Eh bien, on écrit, monsieur, et on le répète, là, je vais à une audience dans quelques minutes, où je vois encore sous la plume de l'avocat général, Monsieur Demers se plaignait d'avoir été mal accueilli à la gendarmerie. Voilà ce qu'on écrit. Voilà, c'est des mensonges, c'est de vrais mensonges. Alors, il y a eu une enquête qui a été faite entièrement à charge, comme savent le faire les gendarmes. Je vous dis, j'ai des éléments sur une affaire qui se déroule ailleurs, où on voit une gradée de la gendarmerie qui veut parler, qui veut dire ce qu'elle a vu et entendu. Il va se dérouler plus d'une heure de conditionnement de la part de la personne qui doit l'entendre comme témoin, pour qu'elle ne dise pas ce qu'elle a vu et entendu, qui met en cause ses collègues. Et à la fin, quand on commence la rédaction du procès verbal, elle va essayer de faire écrire des choses, on refusera de les écrire dans le procès verbal. On refuse de les écrire, elle le dit. Il refuse carrément, non, ça on ne l'écrit pas, ça. Alors bien sûr, elle aurait pu dire, je refuse de signer dans ces conditions. C'est ce qu'elle aurait dû faire, mais bon, je pense qu'elle l'a signé quand même. Mais elle a tout de suite écrit le lendemain de cette audition, au procureur, à tout le monde, pour dire voilà comment s'est passée cette audition. Aucune réaction du parquet. Tout le monde veut que les choses se passent comme elles devraient se passer. Car il ne faut pas reconnaître qu'en réalité, le parquet
n'a pas réellement les moyens de contrôler la police judiciaire qu'il est supposé diriger. Ils n'ont pas les moyens de donner les suites utiles. La justice tourne en rond. Enfin, les décisions qui sont rendues, c'est une petite musique qu'on entend. Là, je me parlais de la répression. C'est totalement inefficace. Le système, on fait bouger une machine, mais est-ce qu'elle produit quelque chose? De la justice, une vérité de temps en temps. Mais vous voyez, moi j'ai vu arriver des affaires qui avaient défrayé la chronique, compris à Versailles, ou même une affaire qui... Je vais plutôt parler d'une affaire dans laquelle je n'étais pas, mais j'ai entendu les suites de la réaction de mes collègues de la cour d'appel de Versailles, totalement horrifiés que des dossiers vides en termes de preuves, franchissent toutes les étapes, donc de l'enquête, le contrôle de l'enquête par un magistrat du parquet qui décide ou ne décide pas, mais là qui décide des poursuites, enfin qui ouvre une instruction en l'occurrence, puis un juge d'instruction qui est censé apporter un nouveau filtre, contrôler les conditions de commission d'une infraction, contrôler la décision finale de renvoi ou non devant une juridiction. Ensuite, on voit arriver un tribunal qui est quand même là pour vérifier une nouvelle fois qu'il y a des preuves réelles, et ça arrive devant la cour d'appel, et tout le monde se regarde et se dit « mais il n'y a rien dans ce dossier, il n'y a pas les éléments ». Et l'un des avocats généraux, pourtant je peux dire que celui-là je le connais pour pas avoir les mains dans ses poches quand il s'agit de répression, et qui n'est pas du tout critique à l'égard de la justice de manière générale, mais la phrase qu'il a eue, ça m'a été rapporté, il a dit « ça fait peur ». Et tous ces gens se sont dit, mais se sont projetés face à tous ces hommes politiques, d'affaires qui étaient impliqués dans ce dossier. Ils se sont rendus compte que si ça aurait pu leur arriver, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucune protection intellectuelle, aucune rigueur. Dès lors qu'on a envie que quelque chose arrive, qu'on a le désir que quelqu'un comparaisse devant un tribunal, ça suffit à le faire arriver devant un tribunal. Et le tribunal a envie qu'il soit condamné, ça peut suffire à le faire condamner. Alors que, bien entendu, on n'est pas dans des domaines où les questions d'envie, de désir ou de plaisir peuvent jouer. On est dans la rigueur d'une démonstration et donc d'une décision prise au nom de la société ou du peuple français selon les différents personnages. Donc voilà, ça fait peur. Et tout le monde d'opiner du chef. Oui, ça fait peur. Donc ça, c'est le système pénal français, c'est-à-dire qu'il tourne à vide. À la rigueur, on pourrait dire, comme on le disait à l'époque de l'affaire Dreyfus, quelqu'un le disait, pour dire qu'il n'y avait pas besoin de réviser le procès d'Alfred Dreyfus, l'affaire, il disait, mais finalement, que Dreyfus soit coupable ou innocent, quelle importance? Ah oui, parce que les enjeux sont ailleurs, vous comprenez, c'est l'image de l'armée, l'image, l'union nationale, etc. Écoutez, que Dreyfus soit innocent ou coupable. Bon, je veux dire que des phrases comme ça, on pourrait les dire tous les jours devant les tribunaux français. Eh bien oui, ça fait peur. Voilà, donc rapport de force, une gendarmerie globalement soudée, et puis de l'autre côté, une magistrature qui protège son image, avant tout,
Et donc il va couper court les têtes qui dépassent, qui assure un équilibre complexe entre les réseaux. Donc les réseaux, je dis syndicat de la magistrature, il y a le réseau école de la magistrature, les anciens. On se connaît, dès lors qu'il y a des liens personnels qui existent, là on commence à ouvrir un peu les yeux. Est-ce qu'on ouvre les yeux ou est-ce que ce sont les liens personnels qui jouent? Le fait est que la plupart du temps, toutes ces personnes, si on discutait avec elles dans un autre cadre que la salle d'audience, que le cabinet, si chaque juge avait le temps de partager ne serait-ce qu'un steak frites avec la personne qui va juger ou un verre, s'il discutait naturellement des choses, je pense qu'il arriverait beaucoup plus, ça paraît étonnant, mais je pense qu'il arriverait beaucoup plus facilement à la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un système qui crée du mensonge, de l'inexactitude, de l'injustice. Quand j'étais directeur de cabinet de Nicole Gelge, elle avait un beau programme pour les victimes, mais il manquait une chose, c'était d'harmoniser les barèmes, d'harmoniser les types de préjudices. C'est-à-dire que selon les endroits où on se trouvait en France dans les années 2000, on était en 2004, on prenait en compte ou pas tel ou tel type de préjudice corporel. Ici, on prenait le préjudice sexuel, on ne le prenait pas. On ne savait pas exactement quelles étaient les limites des différents types de préjudice. Et je m'étais dit qu'il fallait vraiment qu'on crée une grille uniforme en France. Et c'est ainsi que j'ai obtenu l'accord de Nicole Gelge pour qu'on le rajoute dans son programme. Et je suis allé voir le premier président de la Cour de cassation à l'époque, Guy Canivet, et il a été tout à fait d'accord. Il a désigné M. Dintillac, président de la seconde chambre de la Cour civile de la Cour de cassation, pour diriger un groupe de travail sur ce sujet. C'est devenu le rapport Dintillac. Aujourd'hui, ça représente peut-être, je sais pas moi, un dossier sur 10, rapport Dintillac. Aujourd'hui en France, on a tous les postes de préjudice qui ont été détaillés, on sait ce qu'on indemnise. Et qui a pris cette initiative? Moi personnellement, c'est moi qui l'ai fait ça. Le bracelet électronique mobile pour suivre les gens, pour leur permettre de continuer à vivre, mais en même temps en sachant où ils sont. C'est pas le bracelet électronique chez soi, c'est le bracelet électronique mobile. L'auteur, c'est moi. Enfin, l'auteur, c'est moi qui ai sorti le texte et qui l'ai fait passer par une proposition de loi d'un député ami. Ça a été voté ensuite par la commission des lois. La possibilité pour les juridictions de juger par visioconférence, sans avoir à déplacer les personnes nécessairement. En France, ça n'existait pas. On m'a demandé de trouver une solution pour Saint-Pierre-et-Miquelon quand j'étais au ministère de la Justice, une île qui est quand même perdue là-bas près du Canada. On n'arrivait pas à faire fonctionner cette justice. J'ai proposé la visioconférence à l'époque des affaires Clinton, et c'est ainsi que la visioconférence est entrée dans les mœurs en France. Et aujourd'hui, tous les jours, dans toutes les juridictions de France, on a des prévenus qui comparaissent à distance pour éviter des escortes, des déplacements inutiles quelquefois pour pas grand-chose. Donc je me suis toujours impliqué dans les réformes. Et là, je veux m'impliquer pour transformer radicalement notre justice. Et aussi, ce sera la deuxième partie de mon livre, parce qu'en fait, c'est 2 livres en un. Oui, donc c'est avantageux. C'est la défense de la cour d'assises, qui est malgré tout, c'est la partie la plus étrangère de notre système français, puisque la cour d'assises, telle qu'on la connaît, est née pendant la Révolution française, et elle a été copiée de l'Angleterre, puisque nous, on ne connaissait pas ces jurys populaires. Et à cette époque, où est-ce qu'on regardait pour la démocratie? On regardait l'Angleterre. Et donc on est allé chercher le système anglais et on a créé notre cour d'assises. Et aujourd'hui, on est en train de l'étrangler. Donc il y a ça, et puis je vais parler d'un procès particulier, celui des bébés congelés. J'étais président de la cour d'assises, l'affaire Courgeot. J'ai fait ça, l'autopsie d'un procès. J'ai écrit quelque chose là-dessus.
voilà, pour décrire comment on en arrive à comprendre un dossier criminel. Ce que je pense de la présomption d'innocence, c'est qu'elle est à géométrie variable et on a l'impression parfois qu'elle exprime davantage un rapport de force qu'un principe juridique. Elle joue à plein, à fond, dans certains cas, et d'autres fois, il y a des mesures qui sont prises et qui sont tellement attentatoires à cette présomption d'innocence qu'on se demande ce qu'il en reste. Donc, c'est quelque chose, la présomption d'innocence, qu'il faudrait certainement redéfinir, repréciser, car aujourd'hui, c'est un peu un alibi en faveur de notre procédure. Et je dirais que c'est plus un principe à la disposition des journalistes qu'un principe qui oblige les juges. Parce que ceux qu'on entend le plus souvent invoquer la présomption d'innocence à travers des formules, mais nous rappelons que monsieur un tel ou madame un tel sont présumés innocents, ce sont les journalistes. Mais des juges, nous connaissons surtout les décisions et on a du mal quelquefois à comprendre ce qui se serait passé d'autres s'il n'y avait pas la présomption d'innocence. En clair, en quoi la présomption d'innocence a changé la situation pour la personne qui est concernée par telle ou telle mesure. On n'en voit pas la trace. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de profil psychologique de certains juges. Alors, c'est plus facilement perceptible chez les juges d'instruction car ils sont mis en avant, donc ils se révèlent davantage que les autres. Ils montrent davantage leur ego. Alors, ils ne le montrent pas forcément directement, mais ils peuvent prendre des décisions qui ne peuvent s'expliquer que par le désir de faire parler de soi, quand même. De toute façon, la position du juge d'instruction est éminemment dangereuse, c'est-à-dire que c'est une personne, bon, c'est toujours Balzac, qu'il décrit comme l'homme le plus puissant de France. Je pense qu'il est encore plus puissant qu'à l'époque de Balzac, d'abord parce qu'il n'est plus noté par le procureur comme il l'était à cette époque. Le président le laisse globalement tranquille, le président du tribunal, mais qu'il a en plus le pouvoir de jouer des médias. On a des procès-verbaux qui arrivent d'ailleurs à une vitesse tellement rapide après l'interrogatoire du juge d'instruction qu'on se demande qui d'autre que le magistrat instructeur peut être à l'origine de leur communication. Enfin, ça paraît invraisemblable, ça, ce qui se passe. Quant aux poursuites pour violation du secret d'instruction, je pense qu'elles sont rarissimes. Je n'ai pas souvenance d'avoir vu un juge d'instruction ces dernières années condamné pour ce motif. Mais je pense que ce qui nous renseigne avant tout sur l'équilibre d'un juge, sur sa personnalité, c'est donc sa décision. Il y a des décisions qui nous apprennent beaucoup plus de choses sur le juge que sur le sujet que traite le juge. Je pense que chez beaucoup de juges d'instruction, et c'est pourquoi ils choisissent cette fonction, surtout aujourd'hui, il y a l'esprit du chasseur, du tableau de chasse donc. Et que un beau tableau de chasse, c'est quand même un tableau de chasse qui comprend
tel homme politique célèbre, tel financier célèbre. Qu'est-ce qui attire dans la fonction de juge d'instruction? L'indépendance par rapport au fonctionnement général du tribunal. C'est sûr que le juge d'instruction est assez à l'abri, tranquille, il gère son petit cabinet, tranquille, avec son greffier ou sa greffière. C'est donc trouver, mais trouver c'est quoi dans une affaire pénale? C'est trouver un auteur, donc il y a un aspect de chasse quand même. Et puis c'est le pouvoir, parce que le juge d'instruction il est dans une position extraordinaire, puisqu'il domine, contrôle, il est censé contrôler toute l'action de policiers ou de gendarmes. Il a donc une vision extraordinaire. Il reçoit des rapports, des procès-verbaux, il les exploite dans le cadre d'actes d'instruction qu'il accomplit lui-même. Il est tout puissant. Donc le pouvoir attire. Si on aime le pouvoir et qu'on est magistrat, c'est une expérience quand même qu'on a envie d'avoir, d'être juge d'instruction. Et très logiquement, et on en a la confirmation par le fait qu'il y a quand même beaucoup de mises en examen qui ne tiennent pas la route ensuite, qui se terminent par des relax, parfois par des non-lieux. Ça veut dire qu'on met en examen un peu facilement quand même. Il faut rappeler que quand même on ne met en examen que si on a des charges précises, graves ou concordantes. Graves ou concordantes. Quand on est à ce niveau-là de preuve, on n'est quand même pas loin du tout de la culpabilité. Alors, on est renvoyé devant la juridiction quand il y a des charges suffisantes. Ouais. On est dans des nuances sémantiques extrêmement délicates. Et puis, après, donc devant le tribunal, on condamne parce qu'il ne peut pas y avoir de doute raisonnable. On va utiliser le langage européen. Mais enfin, dès le moment où on met en examen, normalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du tout de la culpabilité. Et pourtant, on a un déchet énorme, important en tout cas, à l'issue. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance quand même des juges d'instruction qui aiment le pouvoir, surtout face à des personnalités, à aller mettre en examen. Regardons Charles Pasqua. Donc, il a fallu, dans une affaire de fondation qu'il avait impliquée dans les Hauts-de-Seine, Mazzarelli, on l'a mis en examen, la procédure a duré, il a été condamné en première instance, on arrive devant la cour d'appel, relax pour tout le monde, sauf pour qui? Pour Charles Pasqua. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Et la cour a dû dire, et ça c'est quand même à l'honneur du président, que je connais bien, qui est un homme d'honneur, si M. Pasqua avait été en vie, il aurait été relaxé. Dans mon affaire, je vous donne un exemple, je vais appeler la juge K. La juge K est saisie par mes soins d'un mail d'un des gendarmes impliqués dans mon affaire qui me dit, alors que à l'époque je fais une grève de la faim, vous avez été victime de mensonges. Je me rappelle que c'est un gradé qui est présent au moment de l'incident, qui n'est pas impliqué, mais qui est présent, qui est donc un témoin de ce qui s'est passé. Vous avez été victime de mensonges, comme moi je l'ai été de la part de vos collègues, qui ont pris des décisions concernant mes enfants, etc. Bon, on voit pas très bien la logique de tout ça, mais en tout cas, ça semble très personnel quand même. Et ça part de sa boîte mail. Allez. Je l'envoie au juge d'instruction pour éclaircissement.
Elle fait entendre le gendarme en question qui répond « Je ne peux pas avoir écrit ce mail qui était envoyé le 14 juillet, car ce jour-là, j'ai participé à des cérémonies de commémoration. » Bon, ça me paraît un peu court quand même. Il faudrait qu'ils nous disent d'abord qui accède à sa messagerie aussi facilement, qui connaît si bien les décisions rendues par la justice concernant ses enfants. Et surtout, il faudrait qu'ils nous disent ce qu'il y a d'incompatible entre le fait de participer aux cérémonies commémoratives qui se déroulent en général en fin de matinée du 14 juillet et le fait d'envoyer un mail. C'est comme si un assassin nous disait je n'ai pas pu tuer ma femme ce jour-là, monsieur le juge, parce que dans la matinée, je suis allé acheter une baguette de pain. Oui, c'est une logique un peu quand même très particulière. Mais vous voyez, la juge d'instruction, elle va trouver ça très bien puisqu'elle va rendre une ordonnance de non-lieu en disant le gendarme untel a fait savoir qu'il n'était pas l'auteur de ce mail-là. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ça nous renseigne beaucoup plus, je crois, sur l'impartialité de ce magistrat et sa volonté d'aboutir que sur le sujet même de ce mail-là. Et on peut tenir le même raisonnement dans beaucoup de décisions, on n'a aucune motivation. Et qu'est-ce que ça vous révèle? Ça veut dire que le juge, de toute façon, il veut aboutir à cette décision. Il n'est pas capable de la motiver, ce qui devrait normalement le conduire à ne pas rendre cette décision. Mais pour autant, il a tellement envie de la rendre qu'il va quand même rendre cette décision. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi a-t-il aussi envie de rendre cette décision? Pourquoi a-t-il envie? Est-ce que c'est de la corruption? C'est rare. Enfin, la corruption par de l'argent, c'est rare. La corruption par du pouvoir, par contre, ça, c'est plus répandu. Que les magistrats, beaucoup quand même, sont à la recherche de toujours plus de pouvoir, donc plus de responsabilité, etc. Ça peut être des choses tout à fait dérisoires, comme simplement la sympathie ou l'antipathie. En l'occurrence, il est possible que la juge K ait tellement de sympathie pour la gendarmerie en général, ce que je peux concevoir, d'ailleurs moi-même j'ai beaucoup de sympathie pour la gendarmerie en général, qu'elle aille encore plus loin et qu'elle refuse toute critique, toute mise en cause du comportement d'un gendarme. Et là, moi, je ne la suis plus. J'ai un a priori favorable à l'égard de la police et de la gendarmerie de mon pays, mais pour autant, si je perçois quelque chose d'anormal, de déviant dans un comportement, je ne me priverai pas d'aller jusqu'au bout pour le démontrer. Comment se protéger de tout cela? Moi, je dirais que le seul contrôle, c'est la transparence. Il est impossible de se protéger par des serments, des déclarations de principe, des engagements, par la sélection même de personnes qui seraient soi-disant plus pures que les autres. C'est ce qu'a dit très bien d'ailleurs Emmanuel Macron dans son discours le 15 janvier dernier devant la Cour de cassation lors de l'audience solennelle de rentrée. Il a fait un excellent discours et il a bousculé les juges en disant mais si vous sur la question de l'indépendance totale du parquet qui est réclamée, mais à ce moment-là, quelle sera la légitimité? Elle sera basée sur une prétendue, je ne dis pas prétendue, mais sur une pureté. Parce que sinon, comment légitimer le fait qu'un groupe de personnes, magistrats, va être le seul décideur de ce qui doit être fait pour la politique pénale dans un pays, sans avoir à rendre compte à quiconque. Qui va pouvoir évaluer l'évaluateur, en quelque sorte? La seule réponse serait « mais nous sommes magistrats, nous sommes purs ». C'est irrecevable, ça. Le seul intérêt de la démocratie et la seule
la seule épreuve de vérité de la démocratie, c'est la transparence. Car toute personne est porteuse de bon sens. C'est pour ça qu'on peut se permettre de confier les fonctions de justice à des juges d'un jour, les jurés. Car toute personne, non seulement, enfin, sauf exception qu'on essaiera de déceler quand même, mais s'il n'y a pas de problème mentaux particulier, le bon sens, il est là naturellement. Et même, je dirais, le sentiment de justice. Ce qui est juste et ce qui est injuste, tout le monde le perçoit instinctivement. Les animaux eux-mêmes, les tests ont été faits, les expériences ont été faites, ont ce sentiment, en tout cas des singes, on l'a fait sur des singes, ont la perception de ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et donc, on doit permettre à tout le monde de regarder. Alors, il faut rendre le système un peu plus sophistiqué, parce que il faut traduire certaines choses. Il faut qu'on puisse comprendre quand même. Il faut donner des données. Il faut qu'un certain nombre de données précises soient livrées. Il faut peut-être quelques intermédiaires pour expliquer les choses, mais il faut avoir la volonté de montrer. C'est-à-dire, par exemple, les audiences doivent être absolument enregistrées, non pas pour les diffuser en permanence. J'ai rédigé, je reviens à mes travaux, mais j'ai eu cette commande par hasard, par Dominique Perben, à une époque, de rédiger un projet de loi sur l'enregistrement et la diffusion des débats judiciaires. Et des travaux, une commission Linden, première présidente à l'époque, la cour d'appel d'Angers, qui avait eu lieu. On a entendu énormément de gens. J'ai fait une synthèse des travaux de cette commission et j'ai traduite en changeant un peu les choses d'ailleurs en projet de loi. Ça n'a pas eu de suite, mais c'est très important. Et il faut tout enregistrer parce que déjà le seul fait de savoir que ce qu'on dit, ce qu'on fait, laissera des traces, sera archivé un temps donné. On ne va pas garder ça 50 ans, bien sûr, sauf pour des procès historiques, mais ça c'est déjà fait. Mais ça change les comportements. Il y a des propos qui sont tenus. Allez voir les chroniques de Dominique Simoneau dans le Canard enchaîné, coup de barre, tous les mercredis. Il y a des choses, de temps en temps, sidérantes. Et curieusement, il n'y a aucune réaction. Ça mériterait pourtant quelquefois des enquêtes internes. Et j'ai jamais entendu dire qu'on donnait des suites à ce qu'elle a entendu en étant dans la salle de comportements de présidents ou de procureurs qui sont scandaleux, inadmissibles. Et donc, si tout était enregistré, pourquoi, alors qu'on peut faire des vidéos sur tout et n'importe quoi aujourd'hui, pourquoi, alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, il suffit d'équiper les salles pour qu'il n'y ait rien à faire, que ce soit dès qu'on commence à ouvrir l'audience, automatiquement la caméra tourne, comme dans toutes les juridictions internationales aujourd'hui.